Bonjour, Monsieur Brahim Hafidi, président de la région Souss-Massa, région co-organisatrice du deuxième sommet du Climate Change. On peut dire aujourd'hui que l'organisation de ce sommet est une réussite, de par la présence de 5000 participants venant de 80 pays. Quels sont, à votre avis, les éléments qui ont contribué à cette réussite? Merci. Effectivement, nous sommes très fiers de la réussite de ce sommet. En fait, on est presque à la 3e journée. Et vous savez, depuis le mois de février, on a signé une convention avec l'association Climate Change et nous étions engagés à fond pour l'organisation de cet événement. Donc, il y a d'abord une bonne préparation. Donc, je pense qu'on a plusieurs comités d'orientation stratégique avec les membres de Climate Change. On a plusieurs comités de pilotage où il y a une grande concertation. On s'est concerté avec tous les acteurs non étatiques. Plusieurs fois en Europe, on a été à Paris, à Strasbourg, à Bonn. On a rencontré les acteurs non étatiques au Maroc, dans le siège du Conseil national des droits de l'homme. Il y a la participation de M. Liazemi en personne, la mobilisation de toutes ces équipes, les équipes du Conseil national économique, social et environnemental. Il y a l'adhésion de 3 ministères qui nous ont aidés, qui nous ont supportés. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Agriculture, de la Pêche, des Eaux et Forêts et du Développement rural, le ministère de l'Énergie et des Mines et de Développement durable. Il y a la participation de toutes les composantes de la société civile de la région. Donc tout ça, c'est des éléments de réussite. Bien sûr, la région a mis les budgets. Il y a également les sponsors nationaux et les sponsors locaux qui nous ont aidés pour l'excellente organisation de ce forum. Je ne voudrais pas oublier l'implication, comme vous le voyez, des responsables de la ville, des autorités locales. Donc vous avez vu comment la circulation s'est déroulée, la sécurité. Tout le monde a participé. C'est un sommet de tous les responsables étatiques et non étatiques. Et du point de vue contenu scientifique, donc nous avons plus de 400 intervenants de haut niveau. Et vous avez aussi les personnalités qui étaient venues pour l'ouverture. Donc Madame Patrice Espinosa, la secrétaire exécutive de la CNUC, les commissaires des 3 pays qui ont organisé la COP 21, la COP 22 et qui vont organiser la COP 23. Monsieur Mzouar, président de la COP 21, les ministres que j'ai cités. Et donc tout le monde a contribué. C'est normal que ce sera un succès. Dans le cadre de la stratégie nationale du développement durable, comment s'inscrit la région? La région, depuis plusieurs années, avant même qu'on parle de toutes ces COP, s'est inscrite dans le développement durable. Puisqu'à un certain moment, on n'avait pas le choix. Nous étions affectés plus que les autres régions par les changements climatiques. Donc nous, on a des problématiques de sécheresse, on a une sérieuse pénurie d'eau, on a des problématiques d'inondation, puisqu'on est sur la côte et nous sommes entourés de montagnes. C'est normal, avec les changements climatiques, il y a des pluies torrentielles quand ils arrivent et ils causent beaucoup de dégâts. Donc nous devions nous mettre ensemble, travailler ensemble pour trouver des solutions. Et on a déjà commencé le développement durable, tout ce qu'on a fait sur la gestion des ressources en eau depuis 2006. Et en 2008, on a une stratégie au niveau de la région et également au niveau des luttes contre les inondations. Et aujourd'hui, on a dans cette région un PTRC, un plan territorial de lutte contre les changements climatiques. Donc on connaît tous les projets d'adaptation. Là, on était déjà fort, on les a commencés avant. Mais aujourd'hui, on sait quantifier les gaz à effet de serre que nous émettons par secteur et nous allons mettre en place toute une stratégie d'atténuation. On n'empêche qu'il y a déjà des projets qui ont commencé. L'éclairage solaire, beaucoup d'unités du secteur privé qui travaillent
avec, dans le cadre écologique. Nous avons également l'efficacité énergétique. Beaucoup d'installations et beaucoup d'unités industrielles ont commencé l'efficacité énergétique. Tout ça, c'est des mesures d'économie, mais c'est des mesures également d'utilisation des énergies renouvelables. Justement, dans le cadre de l'agriculture qui est très intensive dans la région, comment préserver justement les ressources hydriques et le sol? Très bien. En fait, nous, ces problèmes, on s'en est déjà occupé depuis 2006. On avait 10 ans de sécheresse. Vous savez, la région connaissait une extension des investissements dans l'agriculture, dans les fermes modernes. On avait des investisseurs nationaux et des investisseurs étrangers qui venaient, puisque la région est connue par son climat, par sa précocité dans la production, et c'est une région de l'agriculture d'export. Mais après des années de sécheresse, il n'y a plus d'eau dans les barrages, puisqu'on a aussi 3 grands barrages à l'époque. Il fallait tout le monde utiliser, il y a eu une surexploitation de la nappe. Et on a connu des problématiques très sérieuses. Alors, déjà en 2006, on sait qu'on allait vers la catastrophe en matière de ressources humaines. On s'est réunis ensemble sous la direction du conseil régional à l'époque. Je n'étais pas encore président, c'est M. Akhnouch qui était président. Et on a mis en place un contrat de nappe. Donc c'est tous les acteurs, essentiellement les agriculteurs, qui utilisent à l'époque plus de 95% de l'eau, pour mettre en place une stratégie de ressources hydriques. Alors parmi les grands axes de cette stratégie, on s'est mis d'accord d'arrêter les investissements en agriculture. Donc il n'y a plus de nouvelles superficies. Donc on s'est arrêté, mais on devait garder tous ces investissements, améliorer la productivité, garder les emplois qu'on a. Donc parmi les grandes stratégies, c'était passer à l'économie de l'eau. Aujourd'hui, on est presque à plus de 90% de goutte à goutte. Avant, on irriguait comme l'irrigation traditionnelle. Donc on est passé à des mesures d'économie. Après, on a utilisé les travaux des chercheurs, on a abouti à des technologies très avancées. Maintenant, il y a plus de 20 000 hectares d'agrumes qui sont gérés, dont l'irrigation est gérée par ordinateur. Et je vous invite à voir le système qui est présenté ici, par des technologies très avancées. Mais également, on a résolu 2 grandes problématiques. Donc, une grande problématique, c'est la sauvegarde d'un périmètre de 10 000 hectares de l'Girdan. C'est à côté de Taroudant. Donc, ces 10 000 hectares, là, on a eu un tarissement complet de la nappe dans certains espaces. Il n'y a plus d'eau dans la nappe. Il a fallu trouver une solution parce que 10 000 hectares d'agrumes, c'est beaucoup d'investissement et c'est beaucoup d'emplois. Donc là, il y a un projet novateur au niveau national. C'est un partenariat public-privé pour ramener l'eau d'un barrage à Oulouz, presque à 90 km de ce périmètre, avec une canalisation fermée et assurer la sauvegarde de ce périmètre. Le partenariat, donc, c'est un partenariat entre le secteur privé, société nationale, les institutions nationales et la participation des agriculteurs. Donc il est novateur en matière de montage. C'est un des premiers projets PPP, partenariat public-privé, et également en matière de sa gouvernance et en matière de sa gestion. Donc on a sauvé 10 000 hectares et on est passé à l'économie de l'eau. Nous avons également 10 000 hectares de serre qui est sur la côte. Là également on a un déficit de la nappe de Stouka qui était de 60, qui est de 90 millions. Et là, donc, on a prévu une station de dessalement qui va produire exactement ce déficit pour garder le niveau équilibre de la nappe. Donc, je dirais, la gestion des ressources, on l'a réglée. Il y a une stratégie, c'est grâce à l'implication de tout le monde, des acteurs étatiques, du secteur privé, des agriculteurs qui sont des acteurs non étatiques. Et donc, on a un monitoring, on a un suivi. Il y a toutes les institutions chargées de l'eau, notamment l'Agence du bassin, l'Office de mise en valeur agricole, toutes les associations d'agriculteurs. Tout le monde a adhéré à ce projet et on le suit, on en est fiers. Ça, c'est un exemple de stratégie de développement durable. Monsieur Ibrahim Hafidi, vous savez aujourd'hui qu'il y a une menace de changement climatique
et que pratiquement tous les pays avancés développent des stratégies pour prévoir les catastrophes naturelles. Je voudrais vous poser une question par rapport à la région. Est-ce que la région a une stratégie pour faire face éventuellement à une catastrophe naturelle? Très bien. Donc là également, premièrement, dans notre PTRC, donc le plan territorial, on a déjà dressé tous les projets qu'il nous faut pour la lutte contre les inondations. Là, on a déjà commencé, ça fait des années. Agadir, par exemple, la ville d'Agadir, elle est protégée contre les inondations. Avant, quand on a 50 mm de pluie, toute la ville était inondée. Tout à fait naturel puisque Agadir est entouré de montagnes. Il y a 4 fleuves qui traversent la ville d'Agadir. Aujourd'hui, on a construit des barrages de protection sur les 4 fleuves. Même les dernières inondations de 2009, de 2014, qui ont inondé Tiznit, Sidi Ifni, Goulimine, Agadir était zen, donc parce qu'on a mis des mesures de protection, les barrages. Inzgan, c'est l'embouchure de l'Oued Sousse. C'est l'Oued qui ramène toute l'eau de ces montagnes qui l'entourent. Aujourd'hui, il y a une grande digue qui protège Inzgan, même quand il y a eu les grandes inondations, Inzgan n'est pas touché. C'est ça des mesures d'adaptation contre les inondations. On a beaucoup de petites communes et beaucoup de communes qui sont protégées. Et on a aussi des grands projets. D'ailleurs, on participe, il y a un appel d'offres du ministère de l'Intérieur qui a un fonds pour les catastrophes naturelles et notre région gagne beaucoup quand il y a appel à candidature. Aujourd'hui, on a plusieurs projets qu'on a gagnés avec l'implication de la région et des communes concernées. Donc, il y aura toute une série. Mais dans le plan, le PTRC, on a tous les programmes de lutte contre les inondations qui sont connus, qui sont chiffrés. Donc on va les achever, on a un plan. Un deuxième volet des catastrophes naturelles auxquelles est soumis Agadir, c'est les tremblements de terre, c'est les séismes. Donc là aussi, on a un projet, toujours avec le même fonds, qu'on a gagné après un appel d'offres. Donc aujourd'hui, il y a une étude sismique de toute la zone d'Agadir, de Grand Agadir. Même si après le tremblement, on a pris la décision qui a été respectée que toutes les constructions d'Agadir soient parasismiques. C'est-à-dire on a eu beaucoup de secousses après 1960, mais les structures sont très fortes, ils sont parasismiques, donc il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une étude pour identifier vraiment les zones à risque pour ne pas y implanter des habitations. Et je pense qu'on aura une carte scientifique pour se préparer contre d'éventuels séismes. Par rapport à l'impact de ce sommet, est-ce qu'on peut dire que l'impact positif pourra s'étendre sur toute la région ou simplement parce que sur Agadir, il y a un effet immédiat sur la région? Comment voyez-vous l'impact positif sur toute la région? Ce sommet est organisé par le Conseil régional, bien sûr en partenariat avec l'association Climate Change, mais toutes les choses dont on parle ici, c'est le climate change, c'est les problèmes de changement climatique. Je pense que les zones marginalisées, les autres provinces sont beaucoup plus touchées que la ville d'Agadir elle-même. C'est bien de protéger la ville d'Agadir puisque c'est la capitale, c'est le pôle de la région, mais le travail qui a été fait dans l'arrière-pays est très important. Je donnerai un exemple, et d'ailleurs j'en ai parlé à mon discours. Vous savez, les parties touchées, c'est toutes les zones de montagne, c'est les forêts. Donc là, il y a beaucoup de travail qui ont été faits. Vous avez vu, nous avons un salon de l'économie sociale et solidaire dans la ville d'Agadir, à la place L'Amel. Et qu'est-ce que vous voyez là-bas? Ce sont des coopératives de femmes, des entreprises, des jeunes qui ont vraiment valorisé leurs produits. Et ça a été valorisé où? Dans les montagnes, dans les zones marginalisées. Aujourd'hui, on a appris à ces populations de conserver
écosystème, de conserver leur territoire, d'y planter. Ils plantent puisqu'ils gagnent de l'argent et ils créent de la valeur ajoutée. On assure la sécurité alimentaire dans ces régions. On assure également la création de l'emploi. Et c'est ça la philosophie de climate change, c'est-à-dire prendre les zones qui sont affectées ou que les gens ont abandonnées, y créer l'activité, conserver l'écosystème, conserver la nature, créer l'emploi, créer la richesse et rendre ces zones vivables et y assurer la durabilité. Et on a un exemple à ce matin. Faites un tour dans les montagnes et vous allez voir l'activité qu'il y a. Justement, une dernière question à ce sujet. Au niveau du tourisme, tourisme solidaire, rural, vert, aujourd'hui, Souss-Massa est très connu et développe une stratégie très efficace, on pourrait même dire exemplaire. La question est la suivante, c'est comment faire pour justement joindre pour la préservation de l'environnement au niveau de ce tourisme de masse? Je vois à côté de moi la secrétaire générale du tourisme qui est très engagée dans le tourisme durable. Et je pense au niveau de Souss-Massa, c'est une des grandes stratégies du Conseil régional, c'est-à-dire encourager le tourisme durable. Premièrement, pour créer la richesse dans ces territoires, puisqu'il y a tout ce qu'on peut faire en matière de production, d'artisanat, de production agricole, mais il y a également des potentialités énormes en matière de tourisme durable. Le Conseil régional, avec le ministère, avec d'autres acteurs, ont encouragé le tourisme durable dans ces zones et on est allé très loin. Donc il y a également l'accompagnement de ces structures pour les labelliser, pour vendre leurs produits, pour faire des circuits. Et vous voyez la richesse de tout notre arrière-pays. Mais même dans le tourisme qu'on a dans le tourisme balnéaire, aujourd'hui vous voyez la station de Tarazout, c'est un projet écologique. Donc ils ont le HQE, la haute qualité environnementale. Tous les bâtiments sont conçus pour être écologiques. Il y a du solaire, il y a la réutilisation des eaux usées. Donc c'est un nouveau mode de tourisme balnéaire aussi. Et pour vous dire aussi que parmi les structures qu'on a eues, il y a la Casbah qui est juste à Agadir, Ecolodge, qui est un produit écologique et qui a eu le grand prix, la médaille d'or du tourisme durable, du tourisme solidaire à l'un des salons de Londres. Donc c'est une fierté pour la région, c'est une fierté pour le Maroc. Donc on est vraiment très engagé et le tourisme est un des secteurs qui va contribuer à la durabilité, qui va contribuer au développement durable. Un dernier mot, M. Brahim Hafidi, pour justement les jeunes, les femmes qui travaillent dans ce sens. Vous les voyez, vous avez vu ce qu'ont présenté les jeunes de la société civile et les femmes dans le salon. Donc ils sont engagés, ils gagnent leur vie, ils participent, ils contribuent, ils sont très conscients du développement durable. Nous avons une coalition de la société civile qui a organisé une caravane en préparation de ce sommet dans toutes les provinces. Ils sont allés voir les montagnes et les femmes. Tout le monde est engagé. Merci M. Brahim.